L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, si on parlait des bûcherons en mode compétition, si on parlait d'un saut aux sensations fortes garanties, et si on parlait d'une chasse au trésor dans les rues de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Enguerrand Faure et Yann Meunier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous faites partie de la société Vertige Aventure, pionnière du saut à l'élastique, qui fête cette semaine ses 30 ans d'existence. En face de vous, Lydiane Iso, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la franchise Challenge the Room, une franchise spécialisée dans les jeux d'évasion, les escape games, et vous organisez ce samedi à Grenoble une chasse au trésor grandeur nature dans les rues de la capitale des Alpes. On en parlera tout à l'heure avec vous. Et puis, dernier invité de cette émission, Pierre Pubaret. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, il est venu avec son outil de travail. Il est là, j'espère que je ne vais pas me blesser. Oui, vous avez compris, c'est une hache. Et Pierre n'est pas bûcheron, mais champion de France de bûcheronnage. Alors, on a reçu beaucoup de champions dans cette émission, mais j'avais jamais eu l'occasion d'avoir un champion de France de bûcheronnage. Vous allez nous expliquer en quoi consiste cette discipline. Première chose étonnante, dans la vie professionnelle, vous n'êtes pas bûcheron. Non, pas du tout. Je suis mécanicien dans l'hydraulique au sein des barrages. Vous travaillez en Isère, notamment dans la vallée de la Romanche, en Oisan. Comment vous êtes mis à devenir le numéro 1 français avec une hache ? En fait, en 2010, par hasard, je montais chez un collègue faire la fête. Du coup, il était en train de s'entraîner. Il m'a dit, vas-y, monte sur la bille et essaye. Puis après, il m'a inscrit à plusieurs concours. Puis voilà, je suis tombé amoureux de ce sport. Vous avez un collègue qui fait la fête avec des haches. N'invitez pas la prochaine fois. Pas trop qui boivent. Alors, vous vous entraînez dans la vallée de l'Oisan, près de chez vous. Il y a un site d'entraînement. On est allé vous voir il y a quelques jours. On voit là les images. Ça, c'est votre terrain où vous passez une grande partie de votre temps libre. Hein. C'est ça. En fait, je vais essayer de m'entraîner entre 2 heures et à peu près tous les soirs de la semaine, à l'approche des compétitions. Donc ça, c'est un terrain que la mairie m'a mis à disposition pour que je puisse m'entraîner dans de bonnes conditions. La mairie de Bourdoisan, vous faites quoi de tout ce bois que vous coupez pour vous entraîner ? Ça sert à quelque chose derrière ou... En fait, tout le bois que je coupe, après, il est recyclé. Donc j'ai des collègues qui viennent pour soit des fours à pizza ou pour des barbecues. Donc voilà, j'essaie de le recycler comme ça, au lieu de le jeter. Parce qu'en général, le billot de bois, une fois que vous vous êtes acharné dessus, il vaut plus grand-chose. Après, non, il vaut plus rien. Mais bon, après, c'est du peuplier. Donc pour le bois de chauffage, les gens, ils aiment pas trop. Mais bon, ça sert toujours. Aujourd'hui, les bûcherons, ceux qui travaillent le bois, se servent toujours de ces outils, de la hache et de la scie ? Non, en fait, ça, c'est des outils, on va dire, ancestrales que servaient nos grands-pères. Donc là, maintenant, on les a remis à l'ordre du jour pour les compétitions. Exclusivement que de la compétition, oui. Alors, vous avez dit, vous avez découvert cette discipline en 2010 et puis vous vous êtes vite imposé au niveau français. J'ai des images de votre première victoire en championnat de France, 2014, je crois. Hein. C'est ça, tout à fait, à Châtel, en Haute-Savoie. Alors, on gagne une tronçonneuse quand on est champion de France de bûcheronnage. Donc voilà, un titre que vous avez pratiquement jamais lâché, 2014, 2015 et 2017. 3 fois champion de France. J'ai raté d'un point, mais bon, tant pis. Bon, on vous en voudra pas. On vous en voudra pas. Même si c'est moi qui ai la hache aujourd'hui de mon côté. Cette semaine, la semaine dernière, vous participiez au championnat du monde. Vous étiez même le capitaine de l'équipe de France. Des championnats du monde qui se sont déroulés chez nous, en France, à Marseille, sur le Vieux-Port. Alors, les organisateurs avaient fait les choses en grand. On vous voit entrer en scène. Là, c'est une entrée de footballeur, ça. Hein. Un petit peu. Puis bon, il y avait tout le public marseillais derrière pour soutenir. Donc, franchement, c'était cool. Ouais, on voit les gradins qui étaient remplis. Alors, c'était pas au stade Vélodrome, c'était pratiquement sur le Vieux-Port de Marseille. Ça, sur le J4, à côté du Mucem. Ouais, un endroit magnifique, en tout cas, tout à fait. pour une compétition comme celle-là. Alors, vous allez nous expliquer en 1 minute 15 à peu près, parce que c'est le temps que vous avez mis sur cette épreuve, en quoi ça consiste un championnat du monde de bûcheronnage. Il y a 4 épreuves qui s'enchaînent, c'est parti. C'est ça. En fait, il y a une épreuve de tronçonneuse de série, donc il faut faire une rondelle le plus rapidement possible. Après, on va enchaîner sur la hache horizontale.
Donc là, il faut couper la bille des deux côtés. Donc là, on attaque par la première face, on se retourne. Et après, on fait la même chose de l'autre côté jusqu'à ce que la bille se sépare. Après, il faut bien penser à remettre la hache sur le billon qui est posé à côté. Sinon, c'est disqualification. Vous êtes en bleu, hein? C'est ça, oui. Aux couleurs de la France. Elle résiste. Ah, ça y est. Un Tac. petit peu, ouais. Troisième épreuve. Après, c'est l'épreuve de passe-partout. Donc là, comme la tronçonneuse, mais avec une scie qui mesure à peu près 2 mètres de long, il faut faire une rondelle le plus rapidement possible. On voit l'engin, là, effectivement. Un petit peu. On rigole pas, hein? C'est ça. Et après, l'épreuve de hache verticale. Donc pareil que la hache horizontale, il faut couper la bille des deux côtés le plus rapidement possible. Il y a une spécialité dans les 4 dans lesquelles vous êtes performant? Le passe-partout. Passe-partout, c'était quoi? C'était la grande scie. la grande scie qu'on vient de voir. C'est ça. Là, on vous voit face à un adversaire de poids, puisque c'est le champion du monde, un bûcheron canadien. C'est ça, oui. Qui vous a... Lingard, oui, qui est l'un des meilleurs athlètes, on va dire, à l'heure actuelle. Il vous a empêché de monter sur le podium mondial chez vous, puisqu'il vous élimine en quart de finale, au tour précédent. Néanmoins, je crois que vous avez battu votre propre record sur cette compétition. C'est ça, ouais, j'avais un record à 1 minute 27, il me semble, et là je suis descendu à 1,14. Donc ouais, c'est vraiment bien déjà. Il n'y a pas une Marseillaise à Marseille, mais vous faites partie du top 8 mondial. Un outil comme celui-là, je crois que vous le faites venir de très loin. Hein. Vos haches, vous les achetez à l'autre bout du monde. C'est ça, on les fait venir, on va dire, de Nouvelle-Zélande. Donc ouais, ça coûte un petit peu, mais bon. Après, on n'a pas le choix pour la compétition. Je crois que c'est plus de 2000 € une... Non, une hache, non, quand même pas. Non. Une hache, c'est 600-650 €. Ah, moi, c'était la plaquée or, Ouais. avec des diamants incrustés. Et l'affûtage, j'imagine, c'est important pour gagner des secondes comme ça dans ce genre de compétition. Ça, en fait, quand on va commander une hache, en fait, on va prendre déjà pour le bois qu'on va taper, et après, par rapport, on va dire, au gabarit du compétiteur et surtout à l'épreuve qu'on va faire. Et après, elles arrivent directement préparées pour la compétition. Et après, nous, vu que le peuplier, c'est ce qu'on tape actuellement en France et en championnat du monde, c'est très abrasif. Donc, du coup, en fait, on désaffûte l'outil. Et puis après, on est obligé nous-mêmes de le réaffûter à la main, à l'aide de pierre. Ouais. Ça dépend du gabarit, effectivement. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à la lever, alors que vous, à mon avis, c'est moins compliqué. Donc, je vais la reposer. Pour l'instant, j'ai blessé personne. On s'en sort bien. Parmi les épreuves aussi qu'on peut trouver dans les compétitions, alors pas sur les championnats du monde, mais dans d'autres épreuves, il y a celle-ci qui s'appelle le springboard, un petit peu particulière. Hein. Ça demande un sens de l'équilibre. Un sens de l'équilibre et puis une très bonne adresse. Parce qu'il faut faire une entaille, comme vous avez vu précédemment. Après, il faut faire une deuxième entaille montée sur une deuxième planche et aller couper un morceau de bois qui se situe à peu près à 2 mètres de haut. Il faut être sûr que son entaille soit bonne pour que la planche de support tienne le choc. Hein. Tout à fait, ouais. Après, on va dire c'est du travail. On sait que quand on fait ce qu'on appelle une pocket, pour monter dedans, elle tient. Quoi. on vous fait confiance. Alors, ce week-end, à Bourdoisan, chez vous, 2 et 3 juin, les meilleurs Français seront justement en lice pour une autre compétition. C'est ça. En fait, on va faire le même schéma de compétition qu'à Marseille, sauf qu'entre Français pour se qualifier pour le Champion Trophy 2019. Cette compétition, c'est samedi et dimanche Samedi, en fait, on fait la compétition des jeunes. Ouais. Donc, c'est tout ce qui est moins de 25 ans et les nouveaux arrivants, on va dire, sur la compétition. Et après, le dimanche, ça sera, on va dire, les meilleurs Français. Bon, donc si on veut vous voir, à l'œuvre, c'est plutôt dimanche qu'il faut venir à Bourdoisan. C'est ça, ou samedi, parce que je serai, je pense, chronométreur ou peut-être arbitre pour les jeunes. Oui, mais je pense que les gens, ils ont envie de vous voir plutôt avec la hache qu'avec le chrono en main. Oui, c'est un petit peu plus spectaculaire. L'horaire de la finale, dimanche Dimanche, je serai en attaque à partir de 15h, il me semble. 15h, donc dans l'après-midi, à Bourdoisan, si vous voulez découvrir les meilleurs Français et le numéro 1 français. Je crois que le prochain championnat de France, c'est au mois de septembre. C'est ça, à Guéret, en Creuse. Bon, c'est un petit peu loin, mais on souhaite que vous nous rameniez un 4e titre sur 5 ans en Isère, Pierre. Aussi. Est-ce que vous avez déjà fait du saut à l'élastique? Du tout. Non, même avec votre hache éventuellement pour, Je pense pas, non. Bon, vous êtes
Didiane, saut élastique non Non, plus? jamais. Bon, autour de cette table, est-ce qu'il y en a qui ont fait du saut élastique? Nous Vous deux, quand même. Trop dangereux. Trop dangereux. C'est vrai que c'est une discipline, je ne sais pas si elle est dangereuse, mais en tout cas, elle est spectaculaire. Tous les deux, vous travaillez pour la société Vertige Aventure, Oui. qui est un peu la pionnière du saut à l'élastique en France, une société grenobloise. Et vous travaillez sur un site prestigieux, reconnu, on va dire, dans le monde Ah oui, oui. des sports Attention. acrobatiques. C'est le site de Ponsonna, en Guérande. Ça se trouve où, Ponsonna? Donc Ponsonna, c'est entre Lamur et Mins, dans le sud d'Isère. Donc voilà, faut prendre la route Napoléon et la quitter juste après Lamur. Voilà, c'est un site qui fait 103 mètres de haut. Voilà, on voit les gorges du Drac sur les images. Le pont est au-dessus, là. Voilà, on y arrive. Ouais. Donc voilà, c'est ici. On travaille ici. Le printemps et l'automne, on fait les sauts les week-ends. Et puis après, l'été, c'est 5 jours sur 7. Alors, On fait sauter. Non, ça, c'est un collègue qui fait des saltos, mais sinon, on ne fait pas de saltos à la clientèle. J'allais dire, lui, il a l'air plutôt à l'aise. Il fait le malin. Ah oui, Ouais. Mais c'est parce qu'il savait qu'il était. mais c'est qu'il était un ancien filmé. gymnaste en plus. Donc, Depuis 30 ans, donc ce site s'est imposé en France, mais même en Europe, hein, dans le monde des sports, on va dire, à sensation. Oui, on va dire que ça s'est plus ou moins imposé, ouais. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute, ouais. Après, ce qui fait aussi la différence, c'est qu'on a 103 mètres de vide et les gorges du Drac, en fait, sont assez effilées. Donc c'est vrai que quand on saute, c'est assez impressionnant. Et je dirais que là aussi où ça fait la différence, c'est qu'en fait, on se rapproche assez proche, enfin, on arrive assez proche du sol. Et on a cette sensation d'avoir vraiment l'impression de toucher. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu peur, ouais. Alors, j'expliquais que la société Vertige Aventure était précurseur de la discipline. C'est presque eux qui ont lancé, il y a 30 ans, cette activité en France. Ah oui, clairement, hein, c'est notre directeur actuellement qui a lancé ça. Au début, c'était pour rigoler, puis c'est resté sur le site. Ils sont restés sur le site et voilà, ils ont fait leur activité avec le saut élastique. Voilà, on les voit là, Ah il y oui, a, là. il y a pratiquement Ah oui, 30 là, il y a ans. du dossier, Alors, là. c'est vrai que le style vestimentaire, à l'époque, dans les années 80, c'était plutôt le fluo qui dominait. Et la particularité de ce site, ça a été de l'installer de façon permanente. Hein. Alors, en fait, on rentre quand même tous les soirs le matériel de saut. On laisse rien sur le pont à demeure. Mais tous les week-ends, on ressort notre matériel et on fait sauter les gens. Ouais, Voilà, on est obligé de tout sortir et de tout remettre parce qu'en fait on a une autorisation pour exploiter sur le pont, mais on ne peut pas laisser en fait tout à demeure. Sinon ça veut dire qu'on bloquerait une partie de la route. Et le reste du temps, il faut qu'on laisse la circulation. C'est d'ailleurs un peu ce qui est dangereux là-haut, c'est au niveau des voitures. Après le saut en lui-même, non. C'est Yves Delahaye qui a lancé cette activité, qui est toujours d'ailleurs à la tête de l'entreprise. Les élastiques qu'on a vus là, ça aussi c'est une fabrication grenobloise. Hein. Oui, c'est fabriqué à Grenoble. On les fabrique, il faut une demi-journée pour faire un élastique avec du latex, de textile. Ça se Voilà. fait quoi, à la main, à l'ancienne? C'est des nœuds, c'est des nœuds, artisanal, on fait des nœuds. Ouais. On fait des nœuds, ouais. Je crois qu'il y a près de 1000 fils, c'est ça 1000 brins, ouais. 1000 brins En moyenne, ouais. dans On a un- 3 tailles d'élastique en fait par rapport au poids du sauteur. On fait, on jongle avec nos élastiques. Donc voilà, 1000 brins en moyenne pour un élastique. Le matériel a beaucoup évolué ces dernières années ou... Les techniques de construction d'élastique ont un petit peu évolué, mais la base est restée quand même bien la même. Alors on attribue souvent l'origine du saut à l'élastique à des tribus du Pacifique, hein, du côté des Vanuatu. Donc là, pas très loin de l'endroit où, où Pierre achète ses haches, dans le Pacifique. Un saut à l'élastique traditionnel là-bas, mais un peu différent du vôtre. Hein. Costaud, ouais. Ah oui, là. La fois de fort, hein. On va les voir à l'œuvre, ces tribus. Je crois que c'est un rite un peu initiatique. C'est exactement ça, ouais. C'est pour passer à l'âge adulte. Donc ils sont accrochés au bout d'une liane et il y a une tour de bambou là, qui se plie derrière eux. Et ils touchent quand même le sable, bon, la terre qui est un peu meuble, du sable avec de la terre. Donc ouais, il y en a qui... Ah, il est assez Oui, c'est allé, Nous, non on fait pas ça à Ponsonna. Non, nous c'est sécu, vous inquiétez pas. Il y a une marge de sécurité entre le... Ouais, Ouais, il y a une dizaine de mètres. une dizaine de Ce mètres. qui peut paraître... Enfin, c'est peu quand même quand on dit 10 mètres du sol. Oui, quand on arrive, parce que la vitesse de tomber, on arrive à quelle vitesse vitesse C'est max, 90 km/h. À peu Ouais, près. donc 10 mètres. 3-4 secondes de chute à 90 km/h. Ouais, donc Et à 10 mètres sol, ouais, on voit bien la rivière, quoi. depuis 30 ans, depuis 1988, combien de personnes ont sauté sur ce site?
Les chiffres, c'est pour toi les chiffres. Ouais, les chiffres. Nous, on fait à peu près 2400 sauts par an. Si on doit prendre ça sur 30 ans, et en sachant qu'il y avait plus de sauts avant, c'est une activité qui est un petit peu en déclin quand même, on doit arriver à peu près à 100 000, quelque chose comme ça. Ouais, l'âge d'or du saut à l'élastique, ça a été une activité nouvelle dans les années 90. Il y a eu un pic important dans cette période. Oui, c'est ça. C'était les sauteurs, c'était 100 sauts par jour. Donc là, on est plus sur 50-60 par jour. Ouais. Bon, on va dire qu'on est entre 75 et 100 000 sauts depuis la création du pont de Ponsonna. Il y en a qui reculent au dernier moment, qui ne veulent pas y aller une fois qu'ils sont sur le parapet. Oui, il y en a quelques-uns qui on pourrait dire un par jour, mais on va dire on pourrait dire un par jour. C'est une moyenne aussi. Une moyenne, sauf le 15 août. Ouais. Le 15 août, là, on passe à une plus grosse moyenne. 15 août, il y a une malédiction sur ce jour, ils veulent pas sauter. C'est impressionnant. Hein. On a 10-15 refus par jour. Ah oui, carrément. Sur ce jour-là. Sur ce jour-là. La malédiction du 15 août. Bon, là, les images de l'époque ont dû être prises en dehors du 15 août, puisqu'ils ont l'air tous de sauter. Ça s'adresse à qui? Il faut être majeur pour se lancer comme ça dans le vide? 14 ans, ouais, 13 ans jusqu'à 77 ans. Il faut être en bonne santé. Après, il faut un certificat médical à partir de 50 ans. Et sinon, on a des contre-indications quand même médicales. Voilà. Médicaments croisés, si on a une opération avant, un traumatisme crânien ou des problèmes de genoux. Parce que ça se court, on l'a vu sur les images. Ça se court un petit peu, ouais. On est attaché au niveau des au niveau des chevilles par des jambières. Et le problème, c'est que s'il y en a qui sont un peu fragiles, on leur déconseille quand même. Voilà. Nous, on leur demande bien avant quand même. Comment on récupère le sauteur? Parce que bon, il touche pas le sol, il remonte. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 remontées avant de se stabiliser. Oui, il y a 3-4 rebonds. Ouais, après, c'est pas les mêmes rebonds. Enfin, le premier rebond est très intense. Après, ça perd en énergie, l'élastique. Et puis, on le dépose au sol, en fait. Il est récupéré dans les gorges du drac, il remonte à pied. Ça, c'est le plus dur, en fait. C'est la remontée à pied. C'est le plus physique, ouais. Elle ne fait pas 3-4 secondes. Non, là, c'est un peu plus long. Oui, mais il faut ça pour se remettre des émotions, ouais. De ses émotions. Voilà, pendu par les pieds. Ouais, le fait que ce soit au-dessus de l'eau, c'est pas pour une raison de sécurité, ça changerait rien. Ah non, il y a 30-40 cm de fond. Donc, Oui, donc à 100 km/h après une chute de 100 mètres. Il y a déjà eu des accidents sur le site de Ponsonna en 30 ans? Non, on n'a pas d'accident. Sur l'élastique, non. Très bien. Heureusement. Parce que sinon, je ne vous aurais pas invité. De toute façon. Des compétitions de saut élastique, ça ne s'est jamais créé, ça ne s'est jamais imaginé. J'ai pas C'est souvenir pas de vraiment ça. dans l'esprit. C'est pas l'esprit compétition. Je pense que les gens viennent pour se faire plaisir. Il n'y a pas vraiment de fibre, on va dire, compétitive là-dessus. Il y a eu des records. Par contre, je crois que Vertige Aventure, dans les années 90, a inscrit quelques records à son palmarès. C'était des sauts depuis une grue. Il y avait 15 sauteurs en même temps, un élastique chacun. Voilà, c'était le record ce jour-là. De l'époque. Après, depuis, les records de hauteur, peut-être plus... Là, j'ai quelques images du record du monde de hauteur en saut élastique. Alors c'est en Espagne également, il faut déjà trouver un dénivelé suffisant. Là ça fait 425 mètres, ça doit faire une bonne dizaine de secondes je pense de chute libre. Ça a été réalisé en 2015 par des Français, l'équipe Pyrénaline, qui fait du saut de corde et du saut à l'élastique. Vous avez déjà fait des sauts comme ça à plus de 200 ou 300 mètres? Non, jamais sauté. Non, à part sur le pont de Ponsonna, non. Mais là, c'est impressionnant. Ouais, 400 mètres, ça commence 400 mètres, ça commence. Bon, parmi les records un petit peu plus farfelus, il y a quelques mois, il y a eu un record groupé au Brésil. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Oui, Ils étaient 245 à sauter en même temps. D'un pont. Alors, c'est pas le pont de Ponsonna, je ne sais pas si on peut tenir à 245. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est presque un mouvement de mécanique des fluides, là. C'est ça. Un petit peu surprenant. Ils seront moins nombreux à sauter ce dimanche, mais il y aura quand même du monde, puisque vous fêtez, on va dire, officiellement les 30 ans du site. En fait, les 30 ans Vertige, et du coup, il y aura du saut à l'élastique, il y aura de la slackline aussi. Le champion qui a la distance en slackline, il va venir faire une démonstration. Il y aura du rappel depuis le pont et puis aussi de l'escalade. On pourra sauter les gens qui ont envie de... Si vous venez et vous vous inscrivez sur bien le... pensé à vous inscrire, pas de problème. et puis après, c'est bon. Vous pouvez venir voir et sauter. Le prix d'un saut pour se faire comme ça quelques secondes de vertige? C'est 89 € dessus. Après, il y a certaines offres, notamment par exemple pour les Black Friday ou pour Noël. Je sais qu'il y a des offres.
Mais sinon, ça reste 89 €. Si on hésite avant de sauter, vous remboursez ou... Mais non, après, il y a des avoirs qui se font, mais en général, on essaie de faire sauter la personne parce que c'est des personnes qui se déplacent de loin, donc on va dire qu'on fait tout plus ou moins pour qu'elle saute. Attachée, bien sûr. C'est valable un an, le saut. Voilà. Si vous sautez pas. Bon, il y aura des personnalités normalement qui sont invitées à tester dimanche les 103 mètres du saut de Pont-Sauvage. Je crois que vous avez des habitués qui viennent depuis des années, qui ont une collection de sauts à leur actif. Ouais. Au début, il y avait Jean-Marie Bigard, par exemple, Vincent Lagaffe, Estelle Hallyday, Patrick Edlinger aussi qui était venu sauter. Voilà. Après, on a de moins en moins de célébrités, je crois. Ouais, on a de moins en moins de célébrités, ouais. Par contre, on a notre célébrité à nous, Marc, qui a quasiment 140 sauts à son actif, et lui, il revient quasiment toutes les 2 semaines, et ça, c'est assez sympathique. Ouais. Il mange avec nous, tellement il vient. Donc... Il fait partie de la maison. Ouais, voilà, ouais. Bon, bah, il sera, j'imagine, il sera sûrement là dimanche pour célébrer les 30 ans du saut élastique au pont de Ponsonnaz. On va terminer cette émission avec une activité où les sensations fortes sont normalement moins importantes, quoique. Hein. C'est vrai. Lydiane, vous proposez ce samedi dans Grenoble une chasse au trésor, grandeur nature, géante dans l'ensemble des rues de la ville. Voilà, c'est ça. En fait, on organise samedi une grande chasse au trésor qui est entièrement gratuite et qui va mettre en avant l'histoire de Grenoble à travers 2 thématiques, les JO, donc de Grenoble 68, et à travers la résistance et le milieu de la résistance à Grenoble. Alors, la chasse au trésor est ouverte à tout le monde. Le jardin de ville, on va dire, est le QG, le point de départ et le point d'arrivée. Et ensuite, ça se passe comment, une chasse au trésor en ville ? Alors, l'ensemble des participants viendront au jardin de ville et donc ils récupéreront un roadbook. J'en ai déjà un, moi j'ai pris un peu d'avance, je vais pouvoir le potasser pour... Voilà, donc il y en a 6 différents, vu qu'on a donc 2 thèmes avec 3 niveaux, qui choisiront leur niveau. S'ils viennent en famille, donc un parcours plus pour les enfants, pédagogique, donc à faire vraiment avec des enfants à partir du moment où ils savent lire, on va dire. Un parcours pour les habitués des escapes et des énigmes, ceux qui ont envie un petit peu de... Voilà, d'être en compétition avec eux-mêmes et de réfléchir un petit peu plus. Et on aura le parcours pour tout le monde, tout niveau, en famille, entre amis, voilà, pour tout le monde. Donc, ils récupéreront leur roadbook et dans ce roadbook, ils auront donc une histoire qui leur sera expliquée. Et chaque double page du livre les emmènera dans un lieu où ils devront résoudre une énigme. Donc, soit seuls, soit avec un émissaire, vu qu'on va avoir une quinzaine de personnes qui seront... positionné dans Grenoble pour faire vivre l'aventure. Il y a quelque chose à trouver au final un Graal, un secret Et oui. Le premier dossier donc, sur la résistance, donc c'est un journaliste, puisque nous, à Challenge Room, on a, lors de travaux, trouvé une vieille malle dans laquelle il y avait 2 dossiers d'un certain journaliste, Francis Zaluc, qui a été journaliste dans les années 60-90, et premier dossier donc sur un résistant, Antoine. Et Francis était persuadé qu'Antoine cachait un trésor. Et donc là, on part sur les traces de l'enquête qu'a commencé Francis, on finit cette enquête, et on cherche donc le messager de l'histoire. Voilà. Donc je ne vous dis pas ce qu'il faut trouver, mais il faudra trouver quelque chose dans la ville. Et ensuite, le deuxième dossier, donc, c'est un dossier sur un cambrioleur qui a dérobé des objets pendant les JO 68, assez farfelu, parce que c'était des objets inattendus, on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient dérobés ou aux yeux et au vu de tous. Et pareil, Francis Zaluc a mené son enquête et il n'a pas trouvé de piste. Donc nous, on a publié ces informations et on a un monsieur, Arsène Pulin, qui nous a dit « Je suis le célèbre gentleman collectionneur. Si vous me retrouvez, je vous rendrai tous les objets que j'ai dérobés. » Et donc, les aventuriers vont partir sur les traces d'Arsène Pulin, le gentleman collectionneur. Combien de temps il faut à peu près pour résoudre cette chasse au trésor Ça va dépendre du parcours qu'on choisit. Le parcours famille se limite, on va dire, plus au centre-ville pour marcher un petit peu moins avec les enfants. Donc là, on va dire 1 heure. Et le parcours ultimate peut aller jusqu'à 2 heures. Là, vous m'avez amené un petit coffre. Alors moi, je pensais que j'allais découvrir à l'intérieur le fameux trésor. Non, j'ai des petits papiers. Ça, c'est quoi? C'est le bulletin d'inscription? Le bulletin de participation, voilà. Donc la chasse au trésor est gratuite, mais il va y avoir 30 000 € de lot à gagner, vu qu'on a de nombreux partenaires qui sont associés donc, à Challenge Room pour faire vivre l'événement. Et tout le monde aura la même chance de gagner.
parce que c'est vraiment notre envie de faire jouer tout le monde. Il y aura un tirage au sort et pas forcément voilà, les premiers tirage au arrivés. sort, quel que soit le parcours qu'on ait fait un parcours ou qu'on ait fait les 6, parce que tous les parcours sont différents et on peut venir passer la journée avec nous au Jardin de Ville et faire l'ensemble des parcours. Plusieurs. Voilà, tout à fait. Vous disiez que c'était gratuit l'inscription. Est-ce qu'il faut s'inscrire au préalable ou on peut venir Non, samedi il faudra venir au Jardin de Ville. Donc les départs commenceront à 10h et ils seront en continu de 10h à 17h. Donc si vous pouvez venir qu'à 14h, vous venez à 14h faire 1 ou 2 parcours. Il y aura des animations au Jardin de Ville également. On aura des jeux géants, on aura également le Cold Jog qui présentera une exposition sur les JO. À 17h, on aura la fanfare de la mort subite qui viendra faire une animation. Et puis vous aurez des food trucks et des brasseurs qui pourront vous permettre d'avoir une collation entre 2 parcours. Bon, il devrait y avoir du monde là, parce que les jeux d'évasion, les escape games, comme vous développez avec Challenger Room, ça le vend en poupe. Depuis quelques années, ça se multiplie. À Grenoble, il y en a beaucoup. Il y a vraiment une clientèle qui grandit pour ce type d'activité. Tout à fait. Challenger Room était donc le premier à s'installer à Grenoble et le premier à s'installer en Rhône-Alpes et même en province, vu que quand on s'est installé en 2014, il n'y avait que des escape games à Paris ou Lille. On était le 4e français. Et aujourd'hui, on est 10 confrères sur Grenoble. D'ailleurs, on est en train de faire un tournoi des escape games grenoblois. Et aujourd'hui, nous, on a développé notre franchise et on a donc des franchises qui sont en train d'ouvrir un petit peu partout en France sous le nom de Challenger Room, dont une qui va ouvrir incessamment sous peu à Crolles. Et ben voilà, pour les habitants du Grésivaudan et puis tous ceux qui aiment ce type de jeu, qui ont déjà testé les salles grenobloises, ils pourront aller à Crolles. Mais avant ça, samedi, rendez-vous donc dans le Jardin de Ville à partir de 10h. Merci à tous. Je vais vous rendre le coffre. Je vais rendre aussi la hache tout à l'heure à Pierre. Je ne sais pas moi ce que je pourrais en faire. Et puis je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.